Le 1er décembre 1948, un homme est retrouvé inanimé sur la plage. La police tente de l'identifier, mais en vain. Ce qui est fou, c'est que plus la police va tenter de comprendre qui est cet homme, plus de nouveaux mystères vont venir s'ajouter. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire du Somerton Man, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle histoire, une histoire très mystérieuse, vous allez voir. En vrai, j'ai beaucoup aimé écrire cette vidéo parce qu'il y a tellement de mystères, il y a tellement de choses qui s'ajoutent. Voilà, donc j'espère que ça va vous passionner autant que moi. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Nous sommes le 1er décembre 1948 sur la plage de Somerton Park. C'est une banlieue d'Adélaïde en Australie méridionale. Ce jour-là, à 6h30, la police a été contactée après la découverte du corps d'un homme sur la plage. L'homme a été retrouvé allongé dans le sable en face d'un foyer pour enfants handicapés. La police arrivera immédiatement sur les lieux et dans un premier temps, ils noteront que la scène paraissait étrange, incompréhensible. L'homme était allongé, la tête appuyée contre la digue, les jambes étendues et les pieds croisés. La scène faisait comme penser que l'homme pouvait être mort pendant qu'il faisait la sieste. D'ailleurs, sur son col, il avait une cigarette qui était posée et la cigarette était éteinte mais elle avait été comme à moitié fumée. Aussi, l'homme était vraiment bien habillé et donc ça pouvait pas être une personne sans domicile, une personne qui vivait là sur la plage. Non, l'homme avait de beaux habits, on voyait quand même qu'il avait un peu d'argent. Donc qu'est-ce qu'il faisait là? Il portait en fait une chemise blanche, une cravate rouge, blanche et bleue, un pantalon marron, des chaussettes et des chaussures. Un pull en tricot aussi qui était marron, une veste à double boutonnage qui était grise et marron. Les policiers ont aussi fouillé ses poches et ils ont trouvé un billet de train qui n'avait pas été utilisé. Le ticket non utilisé avait été pris pour faire le trajet de la ville d'Adélaïde jusqu'à la plage de Hanley Beach. C'était une plage qui se situait à une dizaine de kilomètres de la plage de Somerton Park, là où il a été retrouvé. Dans ses poches, on retrouvera aussi un billet de bus et ça, on ne sait pas vraiment s'il avait été utilisé ou non. Il semblait pas utilisé, mais on a quand même des doutes. On y trouvera aussi un peigne en aluminium qui avait été fabriqué aux États-Unis, un paquet à moitié vide de chewing-gum de la marque Juicy Fruit, un paquet de cigarettes Army Club qui contenait 7 cigarettes d'une marque différente et une boîte d'allumettes presque vide de la marque Bryant & May. À partir de là, les policiers ont essayé de comprendre qui était ce mystérieux inconnu et plusieurs témoins sont venus parler aux policiers. Ils ont déclaré que le soir du 30 novembre, ils avaient vu un homme ressemblant au mort allongé sur le dos au même endroit où le cadavre avait été retrouvé plus tard. Un couple va expliquer l'avoir vu donc ce 30 novembre à 19h et que il avait eu un mouvement assez étrange. En fait, l'homme était immobile, mais à un moment donné, il avait comme tendu son bras très fort, puis il avait relâché, mais relâché complètement. Et c'était un mouvement qui leur avait paru bizarre. Un autre couple dirait avoir vu ce même homme au même endroit, plus vers 20h, au moment où les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Ce couple dira par contre n'avoir pas du tout vu l'homme bouger, bien qu'en repartant, ils ont tout de même eu l'impression que sa position avait changé. Ce couple avait d'ailleurs été marqué par cet homme, car il le trouvait étrange, il ne réagissait pas aux moustiques et paraissait comme ivre et endormi. Malheureusement, ce couple à ce moment-là n'avait pas pensé à appeler la police ou quoi que ce soit. L'homme, c'est vrai, il paraissait étrange, mais il paraissait pas non plus en danger, donc ils avaient rien fait du tout. Mais voilà, un autre témoin viendra voir les policiers et il dira que lui aussi, il a vu cet homme endormi sur la plage dans cette position étrange la veille au soir, mais il dira un truc encore plus perturbant. Il avait en fait surpris un deuxième homme, aussi immobile, mais lui il était debout et il regardait le mystérieux inconnu en train de dormir sur la plage, mais il le regardait vraiment avec intensité et ça,
ça lui avait paru bizarre à notre témoin. D'ailleurs, je fais un petit saut dans le temps, mais 10 ans après les faits, il y avait un autre témoin qui avait été voir la police, et cet autre témoin dira que oui, le 30 novembre 1948, il avait bel et bien vu cet homme qui semblait trop bien habillé pour être sur la plage. Ce témoin dira aussi que l'homme n'était pas seul, qu'il l'avait vu en train comme de courir sur la plage près des vagues et qu'il portait sur son dos un autre homme. Cet autre homme, il n'a pas été identifié, mais on pourrait imaginer qu'il s'agit de la même personne qui l'avait regardé dormir un peu plus tard. Donc ça vient épaissir le mystère. On a notre inconnu qui est décédé, mais potentiellement un deuxième inconnu qui l'aurait peut-être tué. Mais bon, pour en revenir à l'enquête de police, selon ce qui a été écrit, l'homme était âgé de 40 à 45 ans et était en très bonne condition physique. Il mesurait 1,80 m, il avait les yeux gris, des cheveux blonds roux, légèrement gris autour des tempes, et il était rasé de près. Au niveau de sa carrure, il avait de larges épaules et une taille étroite. Il avait aussi les ongles et les mains assez propres, assez bien ordonnés. On voyait que c'était pas une personne qui travaillait énormément de ses mains. Donc ça vient quand même souligner un petit peu le fait que cette personne devait quand même avoir un petit peu d'argent. Aussi, on va se rendre compte qu'il avait un gros orteil et un petit orteil qui se rejoignaient un petit peu au milieu comme en forme de coin. Et ça faisait vraiment penser à des pieds de danseur. En fait, c'était soit des pieds de danseur, soit les pieds d'une personne qui portait énormément de bottes pointues. Mais bon, selon eux, c'est fort possible que cet homme avait eu une carrière dans le milieu de la danse. Il avait d'ailleurs des muscles du mollet prononcés et compatibles avec les personnes qui portaient régulièrement des bottes ou des chaussures à talons hauts ou qui faisaient du ballet. Les enquêteurs noteront aussi quelque chose d'étrange dans la façon dont l'homme était vêtu. Toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été coupées, on pouvait donc absolument pas le retracer. De plus, l'homme portait aucun chapeau et c'est vrai qu'en 1948 c'était assez inhabituel, les hommes portaient tous des chapeaux. Aussi, les policiers vont se rendre compte que l'homme n'avait sur lui ni portefeuille ni carte d'identité, et donc on aurait dit qu'il avait comme tout mis en œuvre pour qu'on ne puisse pas le retracer, et ça fait penser que peut-être il aurait pu mettre fin à ses jours. Évidemment, les policiers ont essayé de comparer son dossier dentaire, mais il a pu être lié à aucune autre personne. Au niveau du médecin légiste, il estimera l'heure du décès à environ 2 h du matin le 1er décembre. Selon le rapport, l'inconnu avait de très nombreux problèmes internes. Parmi tous ces problèmes, on avait noté que son pharynx, son œsophage et son estomac étaient très gonflés. Aussi, on va remarquer que du sang s'était mélangé à la nourriture qu'il y avait dans son ventre. D'ailleurs, son dernier repas a pu être déterminé, il s'agissait de pâté qui avait été ingurgité plus ou moins 3 heures avant sa mort. Aussi, ça va être important de le noter, mais il y a eu des tests et dans un premier temps, on n'a pu constater aucune substance étrangère dans son corps. Par contre, ça ne va pas convaincre beaucoup de monde. Selon plusieurs personnes, c'est fort possible qu'il ait été empoisonné. Et d'ailleurs, le docteur Dwyer, lui, a beaucoup travaillé pour prouver que justement, cet homme mystérieux avait été empoisonné. Je suis tout à fait convaincue que la mort ne pouvait pas être naturelle. Le poison que j'ai suggéré était un barbiturique ou un hypnotique soluble. Donc la cause de la mort reste très contestée, surtout qu'à l'époque, les analyses étaient loin d'être aussi poussées qu'aujourd'hui. Malheureusement, le corps sera embaumé seulement 9 jours après la mort, soit le 10 décembre 1948. L'homme n'est alors pas identifié et nous ne savions même pas la cause de sa mort. La suite de l'histoire se passe 7 mois plus tard. Nous sommes le 14 janvier 1949. Ce jour-là, le personnel de la gare d'Adélaïde a découvert une valise marron sans étiquette qui avait été enregistrée dans le vestiaire de la gare après 11 h le 30 novembre 1948. Donc la veille de la mort du mystérieux inconnu. Évidemment, ce fut rapide pour que le lien se fasse entre cette mystérieuse valise qui n'appartenait à personne et ce mystérieux inconnu que personne ne connaissait. La valise sera alors ouverte et parmi les objets qui ont été découverts, il y avait une robe de chambre à carreaux rouges, une paire de pantoufles en feutre rouge taille 7, 4 slips, un pyjama, des produits de rasage, un pantalon marron clair avec du sable dans les plis, un tournevis d'électricien, un couteau de table, une paire de ciseaux, un petit carré de zinc qui aurait servi de gaine de protection pour le couteau et les ciseaux et un pinceau. Ici aussi, toutes les marques d'identification sur les vêtements avaient été enlevées, mais la police avait finalement trouvé un nom et une initiale sur plusieurs articles. Par exemple, sur une cravate, ils avaient pu lire T.
Keane. Et aussi, ils avaient lu Keane tout court sur un sac de linge et Keane, mais sans le E à la fin, sur un maillot de bain. Donc voilà, en gros, on pouvait imaginer que le nom de famille était Keane, mais écrit de plusieurs manières différentes. Mais bon, la police trouvait ça un peu trop gros, cet homme avait tout mis en œuvre pour cacher son identité. Pourquoi alors il aurait laissé sur certains de ses habits son nom de famille et la première lettre de son prénom? C'était trop bête, il aurait pu être retrouvé très facilement. Voilà, donc ça ne collait pas. En fait, l'homme a été découvert en 1948, soit en plein milieu de la guerre mondiale, et les vêtements à l'époque étaient rationnés. Donc, les gens s'échangeaient leurs vêtements. Un vêtement n'appartenait pas à une seule personne, il passait souvent de main en main. Donc, on peut penser que ces vêtements qui appartenaient à ce moment-là à cet homme mystérieux avaient pu appartenir avant à d'autres personnes. Et peut-être que la personne qui s'appelait T. Keane était en fait la personne à qui les vêtements avaient appartenu avant. Mais ce n'était pas du tout les initiales de l'homme mystérieux sur la plage. Donc voilà, ça expliquerait pourquoi notre inconnu n'aurait pas coupé ces indices. Au contraire, même, il aurait pu se dire que ça pouvait porter à confusion les gens qui auraient essayé de le retrouver. Bon, sinon les enquêteurs ont essayé de savoir s'il y avait des lettres dans la mallette. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. C'est comme si cet homme n'écrivait à personne. Il n'y avait pas de lettres qu'il avait pu recevoir et il n'y avait pas de lettres qu'il avait écrites. On a bien trouvé une sorte de calepin avec des papiers, un bic, mais tout était vierge, il n'y avait rien d'écrit. Donc cet homme était comme extrêmement isolé, il n'avait jamais écrit à personne, en tout cas pas depuis quelque temps. La police va aussi essayer de savoir s'il y a comme des affaires de disparition dans d'autres pays anglophones, des affaires de disparition qui pourraient matcher avec cet homme retrouvé sur la plage, mais encore une fois, ils ne vont rien trouver. C'est comme si personne le recherchait. Aussi, rappelons-nous qu'on est en temps de guerre, donc les personnes disparues, c'est pas forcément la plus grande actualité. C'est surtout de la guerre dont les gens parlent. Donc, voilà, c'est quand même un élément qui fait que cet homme n'a pas pu être identifié rapidement. Pourtant, malgré tout, on était presque sûr que l'homme était américain. Il était habillé à la mode américaine et portait pas mal d'habits venant d'Amérique. La police a alors imaginé un scénario possible. En fait, avant que cet homme décide de prendre le train à la gare d'Adélaïde, il aurait peut-être pris un avion depuis les États-Unis jusqu'en Australie. Il serait ensuite arrivé soit à Sydney, soit à Melbourne ou soit à Port Augusta, et à ce moment-là, il aurait pris un train de l'un de ces aéroports pour aller jusqu'à la gare d'Adélaïde. Une fois arrivé à la gare d'Adélaïde, l'homme aurait peut-être pris une douche et se serait rasé au terme qu'il y avait juste derrière la gare. Puis il serait revenu à la gare pour acheter un billet pour le train de 10h50 vers la plage de Henley. Mais voilà, l'homme aurait fini par rater son train, il aurait donc mis sa valise au vestiaire de la gare et aurait décidé de prendre un bus qui l'aurait amené jusqu'à la plage. Mais bon, évidemment, ça reste une hypothèse et l'enquête ne va pas du tout s'arrêter là. En fait, en 1949, les enquêteurs, n'ayant quand même pas grand-chose, vont se dire bon, on va tout reprendre depuis le début et on va réexaminer chaque indice. À ce moment-là, ils vont se rendre compte que les chaussures que portait l'homme au moment où il a été retrouvé étaient vraiment propres. Elles venaient d'être cirées. C'était assez étrange vu que l'homme pour arriver là aurait dû quand même pas mal marcher. Même du bus jusqu'à la plage, ses chaussures auraient été plus sales que ça. Or là, elles étaient tellement propres, il y avait quasiment pas de sable dans les petites rayures, etc. C'était comme si quelqu'un l'avait déposé là. Donc une nouvelle théorie va naître. Les enquêteurs vont alors penser que peut-être l'inconnu aurait été emmené à la plage après sa mort. Que quelqu'un y aurait comme déposé son corps et ça expliquerait aussi pourquoi les témoins auraient vu deux hommes sur la plage. Donc en gros, celui qui regardait l'homme sur la plage aurait pu être le meurtrier. De plus, après quelques années, les enquêteurs se sont rendus compte que finalement, l'inconnu avait de grandes chances d'être mort par empoisonnement. En fait, sans doute que le poison qu'on lui a donné était indétectable à l'époque et c'est pour ça que les policiers n'avaient pas pu dire qu'il avait été empoisonné, tout simplement parce que ce poison était indétectable. Le gros problème avec cette hypothèse, c'est que si l'homme avait bel et bien été empoisonné, il aurait dû avoir des traces de vomissement autour de son corps. Mais si l'homme a été emmené sur la plage après sa mort, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas eu de traces de vomissement autour de lui. D'ailleurs, il y a autre chose aussi. Rappelons-nous qu'un témoin avait dit à la police avoir vu cet homme vers 19h sur la plage, qu'il ne bougeait pas mais que son bras s'était comme tendu comme ça puis relâché. Eh bien ça aussi ça pourrait s'expliquer. En fait, si quelqu'un meurt par empoisonnement, il est possible que le corps ait comme des réflexes même après la mort, des muscles qui se tendent
Et peut-être que ce bras tendu, eh bien c'était ce réflexe en question. Ça expliquerait aussi pourquoi il a relâché comme ça son bras aussi violemment sans le poser délicatement sur lui. C'est comme il l'a tendu et pouf, il l'a complètement relâché. Mais bon, même après toutes ces découvertes, on pouvait pas dire avec précision quelle était la cause du décès de cet homme. Tout ça reste des hypothèses. Mais voilà, un petit peu plus tard encore, la police va faire une toute nouvelle découverte sur cet homme. Sous la couture du pantalon qu'il portait, la police va découvrir un minuscule morceau de papier enroulé sur lequel étaient imprimés les mots Tamam Shud. Les enquêteurs appelleront des experts en langue pour traduire ce mot et selon eux, on pouvait traduire par terminé ou fini. D'ailleurs, il s'agissait en fait d'un mot découpé sur la dernière page du livre Rubaiyat de Omar Khayyam. Il s'agissait en fait d'un livre écrit en persan publié en 1859. Ce livre parle du fait qu'il faut vivre pleinement et ne pas avoir de regrets à la fin. Le fait que ce livre soit lié à cette mort pourrait alors faire pencher la balance sur la théorie du suicide, mais bon, encore une fois, ça reste une théorie assez fragile. La police a vraiment tout fait pour essayer de retrouver le livre d'où le papier a été arraché, et c'est assez dingue, mais ils ont réussi. D'ailleurs, cela va soulever encore de nouvelles questions, parce que l'homme qui possédait le livre, qu'on va appeler Francis, expliquera avoir trouvé le livre en 1948. Il l'aurait trouvé en fait dans la ville d'Adélaïde 2 semaines avant qu'on retrouve cet homme mystérieux mort sur la plage. C'est étrange, parce que 2 semaines avant, l'homme n'était pas censé être à Adélaïde. Dans le plan mental que les policiers se sont fait, cet homme venait de débarquer à Adélaïde, il venait peut-être de prendre l'avion, d'arriver par train à Adélaïde. Donc comment c'est possible que le livre qui appartenait à cet homme ait pu être trouvé 2 semaines plus tôt? Francis dira aussi qu'il a trouvé le livre comme jeté à l'arrière d'une voiture. Ça reste étrange, la manière dont il l'a trouvé, le moment où il l'a trouvé, tout ça reste étrange. Et ça va pousser les policiers à se dire que sans doute, ce mystérieux inconnu était venu à Adélaïde déjà 2 semaines avant sa mort. Par contre, on ne comprend pas vraiment pourquoi il aurait jeté ce livre. Mis à part ça, le livre sera analysé et la seule chose étrange qu'on y retrouvera sera un numéro de téléphone qui appartenait alors à une infirmière de la région qui s'appelle Jessica Thompson. Les enquêteurs l'interrogeront et elle dira ne pas reconnaître l'inconnu de la plage. Par contre, elle dira que quelques semaines avant sa mort, en 1948, un homme qu'elle ne connaissait pas avait voulu se rendre chez elle. Cet homme avait même demandé des informations sur elle à ses voisins. C'était assez étrange et elle dit « Bah voilà, je connais pas l'inconnu de la plage, mais s'il avait mon numéro de téléphone écrit sur son livre, c'est peut-être ce même homme qui avait essayé de rentrer chez moi quelques semaines plus tôt. » Malgré tout, cette infirmière reste assez suspecte et beaucoup de gens pensent qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle ne dit. Par exemple, lorsqu'on avait montré le moulage de l'inconnu de la plage à Jessica Thompson, elle avait semblé comme sur le point de s'évanouir. Puis juste après, elle avait comme repris ses esprits et elle avait dit « Non, je connais pas cet homme ». Elle est tellement suspecte que même sa propre fille s'était exprimée aux journalistes en disant qu'elle était sûre que sa maman savait quelque chose dans cette histoire. D'ailleurs, chose étrange qui relie encore une fois Jessica à ce mystérieux inconnu de la plage, c'est qu'elle possédait elle aussi une copie du livre persan. En fait, c'est très étrange comme d'un coup, tout semblait tourner autour de ce livre. Bon, je sais que ça commence à faire beaucoup, mais cette histoire est vraiment dingue. En fait, derrière ce morceau de papier déchiré du livre persan, on va constater que quelque chose avait été écrit. Personne ne comprenait la langue, mais en fait, au bout de quelques temps, les experts se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un mot, mais en fait d'un code. En 2004, le détective Gary Feltus a suggéré que la dernière ligne du code pouvait en fait correspondre à chaque initiale des mots composant la phrase « Il est temps de déménager en Australie, du sud Mosley Street ». En 2014, le linguiste informatique John Relling va fortement soutenir l'hypothèse que les lettres correspondent aux initiales de plusieurs mots formant une phrase. Par contre, lui, il va pas s'avancer plus que ça et dira qu'il ne sait pas à quel mot ça correspond, mais que, effectivement, on dirait vraiment que c'est des initiales. Vous imaginez bien qu'après tout ça, il y a eu énormément de spéculations sur cette histoire, il y a eu plein de rumeurs. Vraiment, je vais pas toutes vous les dire parce que ça sert à rien, parce que en 2022, aujourd'hui, on a réussi à savoir qui était potentiellement cet inconnu. Alors, c'est pas encore sûr, c'est pas encore une information officielle,
mais bon, je pense que je peux quand même vous la dire. C'est en fait deux physiciens de l'université d'Adélaïde qui ont eu l'idée d'analyser des poils appartenant à cet homme anonyme. Grâce à cette analyse, ils ont trouvé une correspondance avec un potentiel cousin éloigné de cet anonyme. Les chercheurs ont alors fait un arbre généalogique de plus de 4000 personnes pour essayer de comprendre qui était cet homme, pour relier un petit peu toute la famille, et enfin, ils ont eu une piste. Cet anonyme serait en fait un certain Carl Charles Webb, un ingénieur électricien luthier né le 16 novembre 1905 à Footscray, à Melbourne, en Australie. Charles aurait en fait été le plus jeune des 6 enfants de son papa, Richard Auguste Webb, et de sa maman, Eliza Amelia Maurice Grace. D'ailleurs, on apprendra que Charles aurait vécu dans la ville de Victoria et avait un beau-frère nommé Thomas Keane, qui habitait pas très loin de chez lui, donc Thomas Keane, T. Keane, comme les initiales retrouvées sur certains de ses vêtements. Une autre preuve qui vient souligner que ce Charles Webb est bel et bien notre inconnu de la plage, c'est qu'en fait, il n'y a aucune note dans tous les documents biographiques de la famille, aucune note qui nous dit comment il est décédé et où. En fait, on apprend qu'il a divorcé en avril 1947 de sa femme, et après ça, on n'a plus aucune nouvelle de lui, on perd totalement sa trace. En plus, on apprend que c'est sa femme qui avait voulu divorcer et qu'il l'avait très mal vécu, donc ça vient un petit peu renforcer ce truc de il est sans doute parti sans dire à personne, on sait pas trop ce qui est arrivé et il est décédé. Au niveau du message codé, on va apprendre en fait que Charles aimait parier sur des chevaux, et pour beaucoup d'experts à présent, cela paraît logique. En fait, on n'est pas face à un message codé, à des initiales, c'est simplement des petites notes qu'il prenait lorsqu'il pariait sur des chevaux, et peut-être qu'en fait, c'était simplement la première lettre du prénom des chevaux sur lesquels il pariait. En fait, quand on met bout à bout toutes ces découvertes, on a l'impression qu'il y a beaucoup de mystères qui sont résolus. On va aussi apprendre que Charles était un fan de poésie, qu'il lisait énormément de livres de poésie, et d'ailleurs ce livre persan, eh bien c'était un livre de poésie, donc ça explique pourquoi il l'aurait lu, et peut-être dans quelque chose d'un peu mélancolique, il aurait déchiré ce petit mot. Malheureusement, même si on a retrouvé la famille de ce Charles, personne ne l'a connu de son vivant et donc on n'a pas plus d'informations sur lui. Aujourd'hui, la police d'Australie n'a pas encore confirmé toute cette théorie, donc je ne peux pas vous jurer qu'il s'agit bien de la bonne personne, mais bon, tout le monde en est quand même assez convaincu parce que tout colle complètement. Après, selon moi, je vais pas vous mentir, mais il reste quand même pas mal de zones d'ombre. Comme par exemple le lien avec cette infirmière qui est un peu bizarre, ou même la cause de la mort. En fait, trouver l'identité de cet inconnu ne va peut-être pas nous aider à savoir s'il a mis fin à ses jours ou s'il s'agit d'un meurtre. Par contre, son corps a été exhumé il y a peu de temps, donc l'affaire reste à suivre. En fait, j'espère vraiment que cette histoire va être résolue parce que même si les gens qui l'ont connu sont décédés, ça reste important de savoir ce qui s'est passé pour lui-même, pour lui rendre hommage, mais aussi je trouve que c'est assez chouette parce que ça montre l'avancée de la science et ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit c'est vrai que cet homme, avant, c'était un énorme mystère. Qui est-ce qu'il était? Comment il est mort? Et aujourd'hui, avec tous les progrès, on est sur le point de le savoir. Voilà, ça donne beaucoup d'espoir et sans doute, ça peut donner beaucoup d'espoir aux personnes qui ont vécu un décès dans leur famille, un décès suspect ou même une disparition. Ça montre vraiment que la science peut aujourd'hui aider pas mal de gens. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!